Bonjour à tous, bienvenue à Média en scène, cette 4e édition, l'édition 2021, avec un certain nombre de sujets que vous allez pouvoir suivre tout au long de la journée, avec une thématique centrale, je vous rappelle, c'est Habiter un monde commun. Habiter un monde commun, ça concerne tout un tas de secteurs, et notamment le secteur des nouveaux modèles économiques, des nouveaux business, comme on dit aujourd'hui, avec une problématique, c'est naturellement la vidéo en ligne. On s'est posé la question aujourd'hui de quel avenir pour la vidéo en ligne en France, pour les services de vidéo en ligne. Pour en parler, nous recevons Philippe Lariboult-Lavigne, vous êtes directeur général de Viacom CBS France. Bonjour. Nous recevons également Pierre Branco, vous êtes country manager pour le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Europe et la France et le Benelux pour Warner Media. Bonjour. Et puis Franck Valentin, vous êtes, vous, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et tech et associé au cabinet DLA Piper. Alors, quand on parle de VOD, d'SVOD, d'AVOD, de VAD, c'est tous ces acronymes qui pullulent depuis plusieurs mois, voire maintenant depuis quelques années, des appellations quand même qui soulignent bien, la révolution qui s'est produite dans nos usages, avec une consommation de films, de fiction, de documentaires, de séries, sur n'importe quel écran, c'est un peu n'importe quel écran, où je veux, quand je veux. Et puis des opérateurs sont ainsi apparus avec l'émergence de ce nouveau marché, dans ce nouvel écosystème, dans la production et la diffusion. Alors ils s'appellent, on les connaît, Netflix, Amazon, Apple. On les avait invités d'ailleurs, mais ils n'ont pas souhaité venir. Il faut croire que le contexte actuel pose sans doute quelques interrogations pour eux. Ils n'ont peut-être pas envie d'y répondre publiquement. D'autres opérateurs, eux, qui étaient déjà présents en télévision et dans le cinéma, se sont diversifiés. Ils n'ont pas voulu rater le train. Eh bien, il y en a qui sont présents aujourd'hui. Donc, les deux groupes Warner Media et Viacom CBS, merci d'être venus. Et puis, Franck Valentin, vous êtes un expert et vous conseillez d'ailleurs certains opérateurs, en tout cas votre cabinet, qui est un réseau international, conseille un certain nombre d'opérateurs. Alors, la première question que j'ai envie de poser, c'est Warner Media, vous êtes présent dans la vidéo à la demande, mais d'abord dans quel pays ou sous quelle forme? Oui, bonjour. Le groupe Warner Media est effectivement présent dans la vidéo en ligne depuis de nombreuses années avec HBO, le service qu'on a lancé aux États-Unis il y a un moment maintenant. Mais l'actualité, c'est surtout le lancement en mai 2020 d'HBO Max, qui est le nouveau service de streaming du groupe, qui est la priorité numéro 1 du groupe au niveau mondial, qui s'est d'abord lancé aux États-Unis, qui s'est ensuite lancé en Amérique latine en juin de cette année et qui arrive en Europe un peu plus tard dans ce mois et qui va continuer à se déployer dans les différents pays européens. Et c'est un service qui regroupe en gros, pour faire simple, le meilleur de tout ce que le groupe Warner Media propose, c'est-à-dire les productions d'HBO, les productions du studio Warner Bros, les productions d'ici évidemment, Cartoon Network également, et tout un ensemble de nouveaux programmes que nous produisons, à la fois films, séries et d'autres types de formats, sous la bannière HBO Max, donc qui élargissent le potentiel et la cible initiale qu'on connaissait à travers le service HBO vers un public encore plus large pour les États-Unis initialement et maintenant pour le reste du monde. Alors Pierre, vous savez la question que je vais vous poser obligatoirement. Vous avez parlé d'HBO Max sur le continent américain, qui arrive en Europe, la France. Oui, alors la France est un marché qu'on regarde très attentivement. J'ai pas d'annonce officielle aujourd'hui à faire sur une date de lancement, mais si on remet en perspective, j'ai parlé du déploiement d'abord aux États-Unis et ensuite sur le continent latino-américain et maintenant l'arrivée en Europe. Ça indique un peu la démarche qui est la nôtre, c'est-à-dire le streaming. Certains parlent de bataille, nous on voit ça en tout cas comme une activité qui ne peut se faire que globalement. On peut pas être juste aux États-Unis ou dans certains pays. Donc la vocation, et notre CEO Jason Callar l'a annoncé, c'est d'être présent partout dans le monde, dans 190 pays. C'est l'objectif d'ici 2026. On est en 2021, donc on a un plan de marche qui est... Une feuille de route. Voilà, c'est ça, qui est assez ambitieux. Sans annonce aujourd'hui de lancement en France. On va lancer dans un ensemble de pays cette année. Donc ce mois-ci, je le disais, dans les pays nordiques, en Espagne. En tout début d'année prochaine, on lancera dans d'autres pays, en Europe centrale, en Europe de l'Est, au Portugal. Et ensuite, on va se déployer dans de nouveaux pays, les Pays-Bas, la Turquie, la Grèce. Et la France, évidemment, est un marché qu'on regarde attentivement, puisque c'est un marché très dynamique, c'est un marché très important aussi en France, et un marché où la SVOD s'est beaucoup développée. Donc,
c'est évidemment quelque chose de très important pour nous qu'on regarde avec beaucoup d'attention, parce que d'autres acteurs font déjà beaucoup de choses. Et un marché très réglementé, on va y venir aussi, on va en parler. Alors, Philippe Laribolaville, vous, la SVOD ou la VOD, c'est une manière d'intégrer tous les métiers du groupe, on va dire, via comme CBS. Vous êtes présent dans la production en télé, dans le cinéma. Comment s'inscrit la vidéo à la demande dans ce paysage? Ou dans votre stratégie, en tout cas, dans la stratégie du groupe? Alors, bonjour à tous. Alors, en plus je vais rajouter un acronyme, puisque nous, on est plutôt positionné pas sur la VOD, mais plutôt sur le FAST, qui veut dire Free Ad Supported Streaming Television. La différence, donc, c'est avec Pluto Télé, qui fait partie de notre stratégie globale dans le streaming, sur la base de nos contenus qui sont riches, comme vous l'avez dit, puisqu'on est un des plus grands producteurs de contenu au niveau mondial. On a fusionné en 2019 Viacom et CBS, ce qui a permis de regrouper des marques comme Showtime, CBS, Paramount Pictures et bien d'autres, MTV, Nickelodeon. Et du coup, sur cette base-là, on a une stratégie avec un service de streaming gratuit qui est Pluto TV. On va y revenir. Donc, qui fait partie de cette catégorie des FAST, puisque c'est un service qui propose des chaînes linéaires. De l'autre côté, effectivement, la VOD est positionnée sur un système de vidéo on demand. Et la partie payante avec Paramount+, vous allez me poser certainement la question aussi, Paramount+, qui existe aujourd'hui aux États-Unis, au LATAM, dans les pays nordiques, en Australie, et qui, là aussi, se déploie petit à petit autour de la planète. Donc là aussi, on a une roadmap. Et je n'ai pas de date aujourd'hui à nous annoncer pour la France quand est-ce que Paramount France, arrivera. malheureusement. Mais voilà, on étudie effectivement, comme mon collègue, effectivement, le territoire français est stratégique. Il est dynamique et c'est un pays important en Europe. Donc on regarde attentivement et on est en train de travailler dessus, bien sûr. Franck Valentin, on a l'impression, quand on entend deux opérateurs de ce secteur du vidéo à la demande, que c'est un marché vraiment mondialisé aujourd'hui. Est-ce qu'avec plusieurs catégories d'acteurs et donc plusieurs stratégies, on voit bien qu'entre Netflix, Viacom, CBS, entre Amazon, Warner Media, ce n'est pas forcément les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner un peu comme paysage sur l'international avec ces différents opérateurs? Ça, c'est un peu la question piège. Je pense qu'il faut se tourner vers la législation en réalité. C'est-à-dire, il me semble important de voir comment l'ensemble de ces acteurs va pouvoir réagir aux différents textes et leur adaptation aux différents textes qui sont actuellement en préparation. Et il n'est pas impossible en fait que la sélection que vous évoquez se fasse naturellement, justement, dans la capacité de ces grands acteurs à se plier aux exigences des textes européens qui sont actuellement en préparation. Vous voulez dire que le continent européen est vraiment un territoire à part dans cette logique un peu planétaire ou mondialisée que peuvent avoir ces opérateurs? Absolument. Je pense que le territoire, l'Union européenne, avec la volonté d'ailleurs, dans une certaine mesure, hein, du Royaume-Uni, de se détacher néanmoins de cette vision. Je pense que l'Union européenne est un territoire, est un continent tout à fait à part. Je pense que l'exception française a su essaimer, et je pense qu'elle est à l'origine, d'ailleurs, en particulier, mais je pense qu'on va y revenir quand vous m'interrogez plus précisément sur ce sujet, des deux grands corpus de textes qui sont actuellement en préparation, et la question très épineuse de la négociation de la chronologie des médias, aujourd'hui, est au centre des débats. Et je pense qu'elle sera, elle aussi, en particulier en France, qui est un marché que les deux opérateurs scrutent avec attention, hein, nonobstant l'absence d'annonce ce matin. Et je pense que la France, oui, a un rôle très puissant à jouer, et je pense qu'elle l'assume pleinement. Pierre Banco, quand on a un groupe qui, donc vous le dites, a un sérieux catalogue quand même, avec une chaîne aujourd'hui, pardon, un service, surtout pas une chaîne, un service comme HBO Max,
Comment on se positionne par rapport, si on revient un peu notamment aux États-Unis, qui est le territoire d'origine, comment on se positionne par rapport à ces opérateurs existants et comme Viacom CBS, et aussi à ces nouveaux opérateurs qui ont émergé. Alors aujourd'hui, ça fait rire quand on dit nouveau, parce qu'ils ont maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années, mais les Netflix ou Amazon ou Apple qui essaient de se diversifier. Quelle carte on essaie de jouer quand on a un groupe comme Warner Media ? Alors nous, chez Warner Media, on a évidemment un ensemble de métiers, on est présent dans toute la chaîne de valeur. L'activité de vidéo à la demande est une activité qui est nouvelle, plus récente en tout cas, et qui est fondamentale et stratégique pour l'avenir, mais elle s'inscrit dans l'ensemble de nos métiers. On produit des films pour le cinéma, on distribue de la vidéo, on fait des ventes de télévision, on fait des produits dérivés, et on édite aussi des chaînes de télévision. Donc c'est dans cet écosystème-là qu'on s'intègre, et chacun de ces métiers est fondamental. La différence avec certains des acteurs que vous avez cités, c'est qu'ils se concentrent sur un métier de la vidéo à la demande, et donc ils ont des enjeux qui se limitent, ils sont déjà importants, mais qui se limitent à ça. Pour nous, c'est trouver une place pour cette forme d'exploitation, parce qu'en réalité, la vidéo à la demande, c'est une forme d'exploitation des contenus et de distribution des contenus qui vient s'ajouter à toutes les autres qui existent. Donc notre métier à nous, c'est de s'assurer de proposer une façon, la meilleure façon possible pour le spectateur de consommer et de profiter des contenus qu'on produit, et donc de s'adapter à des modes de consommation qui évoluent. C'est pour ça que notre volonté, c'est pas de vendre nos programmes à d'autres pour qu'ils le fassent eux-mêmes, mais de s'assurer qu'on continue d'avoir cette relation directe avec le consommateur. En un sens, il y a une certaine, j'ai utilisé le terme bataille tout à l'heure, ou course. On voit qu'il y a d'un côté des acteurs traditionnels, des médias, des producteurs de contenu, qui se rendent compte que d'autres acteurs venant du monde de la technologie sont venus sur leur terrain. Donc quand je parle de course, c'est en quelque sorte qui va arriver le plus vite à la ligne finale. Est-ce que c'est les acteurs du monde de la technologie qui vont devenir des experts du contenu, ou est-ce que c'est les acteurs du monde du contenu et de la production qui vont arriver à rivaliser d'un point de vue technologique, puisqu'on le sait, sur la vidéo à la demande, les programmes sont fondamentaux, mais il faut aussi que l'expérience et la facilité de consommation soient là. Donc je pense que c'est cette course. Alors je parle de course, il n'y aura pas un vainqueur. Je pense qu'il y a la place pour, on le voit déjà en France par exemple, les personnes qui sont abonnées à la vidéo à la demande ont en moyenne 1,9 services. Donc on n'est pas dans une logique où on en a un et c'est le seul et on se contentera de ça, puisque l'offre est variée et on trouve certains programmes que sur une seule plateforme. Donc si on a envie de les voir, il faut s'y abonner. Donc je pense que c'est cet enjeu, et moi la façon dont je le vois, c'est une façon très positive, c'est une émulation. Il n'y a jamais eu autant de programmes qui ont été produits. Donc ça, c'est bien pour le spectateur et le consommateur. Et ce type de concurrence qui est saine a tendance à dynamiser le marché et à faire en sorte que chacun fasse mieux que ce qu'il aurait pu envisager au début. Donc nous, on l'envisage comme ça, et c'est une rivalité très saine et très positive qui nous incite à faire encore plus, ce qui est notre stratégie maintenant pour le groupe. Franck Valentin, vous expliquez. Si je peux me permettre, moi je partage tout à fait ce point de vue. Je relève néanmoins que la confluence aujourd'hui des technologies contraint ces acteurs du marché à avancer de cette manière. En fait, la confluence de cette concentration, c'est le résultat du rapprochement des fournisseurs de contenu et des producteurs avec les câbles opérateurs. En fait, donc c'est un phénomène, c'est une lame de fond qui commence à devenir très ancienne, qui a tendance à limiter aujourd'hui de plus en plus les offres, puisque en fait, c'est vrai qu'elles sont très riches chacune, mais finalement vous avez des opérateurs qui sont de moins en moins nombreux. Donc le gros avantage, c'est cette saine émulation, mais tout de même la difficulté, c'est à mon avis la disparition d'un point de vue culturel d'une grande richesse et d'une grande variété de création de contenu. Cette marche vers la concentration, comme on dit, les opérateurs de plus Absolument. en plus. Viacom CBS en est un exemple, Philippe Lavigne, de concentration. Mais vous, dans le groupe, vous avez eu une particularité, c'est d'opter, vous l'avez dit, avec Pluto TV, pour la gratuité dans votre stratégie, même internationale. Comment on explique ce choix? C'est qu'en se disant le payant est déjà saturé, il y a un marché à explorer. Aux États-Unis, on parle parfois de mouvements de consommateurs qui disent il y a trop d'offres sur le payant, on ne va pas suivre cette course à l'abonnement. Quelle a été la philosophie du groupe derrière ça? Alors au départ, Pluto TV allait à contre-courant un petit peu des tendances, parce que ça date de 2014 quand même. Et lorsque Pluto TV a été lancé, effectivement, on proposait du gratuit lorsqu'on était en pleine montée en puissance de l'abonnement. On proposait du linéaire lorsque la consommation se faisait à la demande.
Et donc, je pense que le premier réflexe du marché, ça a été un peu de trouver ce projet un peu fou. Et aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que, avec la montée en puissance, je parle des États-Unis en l'occurrence, de l'offre. Aujourd'hui, lorsqu'on parlait de 1,9 abonnements par foyer ou par personne, aux États-Unis, ils sont quasiment à 5, entre 4 et 5. Et sur ce territoire où on a lancé Paramount+, qui se développe bien, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la place pour ce volume d'abonnements, même si on commence à saturer. Il y a surtout de la place pour le gratuit et le linéaire. Le linéaire n'est pas mort. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ces offres, FAST ou AVOD, sont en train de prendre le pas en termes de revenus sur l'ASVOD. Donc il y a là un mouvement très intéressant qui montre et qui valide d'ailleurs le concept du linéaire et le concept de la gratuité, où non seulement il y a une saturation dans ce territoire-là du nombre d'abonnements, et effectivement les portefeuilles ont une limite, mais en plus, on y reviendra peut-être, il y a ce phénomène de saturation du temps passé à chercher. Les gens ont plusieurs abonnements, ils sont obligés d'aller d'une offre à une autre pour savoir ce qu'ils vont regarder. Ça commence à prendre énormément de temps. Et après une longue journée de travail, il y a pas mal de gens qui préfèrent se poser et se laisser embarquer dans un modèle linéaire où il y a une programmation humaine qui vient sur des thématiques bien ciblées, leur proposer du contenu en affinité avec ce qu'ils recherchent. Donc on voit que le marché américain valide finalement ce qui paraissait fou à un moment, valide complètement le modèle d'un service gratuit et linéaire en plus sur un territoire encombré. Vous voulez dire qu'il faut un pied un peu sur chaque sous-marché à l'intérieur de ce marché global. C'est notre position aujourd'hui. Il y a de la place pour le gratuit et on a Paramount+ sur le payant. Les deux peuvent vivre ensemble, ils sont complémentaires dans l'usage. Donc bien évidemment, être présent sur les deux. On a suffisamment de contenu aujourd'hui pour pouvoir travailler sur ces deux univers-là. Comme on le disait, nous, notre premier métier, notre ADN, c'est la production. Et jusqu'à présent, on travaillait d'ailleurs avec Netflix, Amazon, puisqu'on produisait pour eux. On produisait aussi pour le cinéma, pour la télévision. Et là, petit à petit, on rapatrie nos contenus. On a nos plateformes et on va pouvoir... et on monte déjà en puissance puisqu'on est en pleine accélération sur la partie streaming. Alors, passons au marché français, parce que c'est quand même l'enjeu de cette table ronde. Un marché français qui est particulier. Franck Valentin l'expliquait tout à l'heure. Il y a une problématique européenne et même presque une problématique française, puisque le modèle français, cette fameuse exception culturelle, un peu a essaimé, comme vous le disiez, c'était votre mot tout à l'heure, un peu partout. Quand on est opérateur... Pierre Branco, quand on est opérateur, qu'on appréhende, enfin qu'on approche le marché français, qu'est-ce qu'on se dit d'abord? Est-ce qu'on se dit c'est un marché qui est un peu trop réglementé, où il y a trop d'incertitudes, d'où les atermoiements peut-être autour d'HBO Max? Quelle vision vous avez? Enfin, votre opérateur, en tout cas votre groupe. Oui, alors le timing de nos lancements n'est pas lié à des sujets de régulation ou de réglementation sur un marché. Ça, c'est un point important. Et de manière générale, le groupe, que ce soit en France ou ailleurs, s'adapte aux régulations et aux réglementations locales. Donc, en gros, j'allais dire, ce n'est pas un enjeu pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a un marché des gens qui aiment nos contenus, donc si on a déjà une base de fans, et aussi s'il y a un potentiel de développement. Et la France, clairement, c'est le cas. La réponse est positive pour ces deux questions. En revanche, il est certain pour les groupes internationaux, et ça je pense qu'on l'a dit juste avant, la France et l'Europe, de manière plus large, sont vus comme des marchés différents, puisque beaucoup plus réglementés que les marchés américains ou latino-américains ou asiatiques. Donc on regarde avec un peu plus d'attention et où on a souvent plus de questions qui viennent de certains de nos collègues internationaux. Mais néanmoins, pour nous, la SVOD n'est pas, ou le streaming ou la vidéo à la demande n'est pas différente des activités qu'on a pu avoir sur ces marchés pour nos différents métiers jusqu'à présent, que ce soit l'édition de chaînes de télévision, qui elles aussi sont soumises à des réglementations locales, et nos autres métiers. La chronologie des médias, elle s'applique pour la distribution en salle, pour la distribution en vidéo, donc on a l'habitude d'évoluer dans cet univers-là. Et c'est là où d'ailleurs l'importance de toutes les équipes locales que nous avons fait la différence.
disons que les deux enjeux principaux, j'imagine, dont on parle quand on parle de réglementation européenne et française en particulier, c'est à la fois les obligations d'investissement et la chronologie des médias, en tout cas celles qui paraissent les plus fondamentales. Qui sont liées. Voilà, et qui sont liées, exactement. Nous, comme je disais, c'est des choses avec lesquelles un environnement dans lequel on a l'habitude d'évoluer. Et comme toujours, on n'envisage pas la réglementation comme une contrainte qui nous punit ou nous pénalise, mais comme un contexte auquel on doit s'adapter et dont on doit on doit chercher des avantages. Et sur ces sujets spécifiques, je pense que ça nous amène à une question qui est la question du contenu local. Et le contenu local, ce n'est pas finalement l'obligation de produire tant de pourcents ou d'investir tant de pourcents de son chiffre d'affaires dans le contenu local. C'est une partie de la question. La vraie question pour nous, c'est on ne peut pas avoir de succès dans un marché comme la France, mais c'est le cas ailleurs aussi, si on n'a pas de bons contenus locaux. On le sait. Et ces contenus locaux, en plus, avec ces nouvelles plateformes, ils ont la possibilité de voyager. Et c'est là, je pense, la force de ces réseaux, c'est de les rendre disponibles partout dans le monde et de les faire découvrir à un public qui ne les aurait jamais vus précédemment. Donc c'est plutôt sous cet angle-là qu'on envisage ces questions-là. C'est comment faire en sorte que, si on a une obligation, on la transforme en atout et on produit des contenus de qualité qu'on peut ensuite faire voyager. Philippe, alors, je rebondis dessus, sachant qu'en plus, nous, si je parle de Pluto TV, quand on aborde un marché et quand on lance un service comme Pluto TV, c'est important pour nous aussi d'avoir ce contenu local, puisqu'on arrive dans un marché où il faut être en affinité avec la culture, avec les attentes. Et donc, notre premier souci, finalement, qui répond à ces obligations, c'est de trouver aussi un bon contenu qui puisse parler localement, en plus des contenus internationaux qu'on peut apporter. Donc, finalement, c'est tout à fait naturel au départ d'avoir du contenu local. Et ensuite, c'est plus un ajustement. On s'adapte aux réglementations locales en termes de curseur pour pouvoir être en ligne avec les obligations. Mais on ne le vit pas comme vraiment une contrainte. Ça fait partie de la construction du service et de l'offre que d'avoir effectivement du contenu local. On en a déjà avec Pluto Télé, alors que pour l'instant, les obligations ne sont pas encore arrêtées. Ce n'est pas par anticipation, c'est par choix éditorial. Et c'est ce qui fait le succès après aussi de la plateforme. On le voit, les contenus locaux remontent très très bien. Franck Valentin, je vous sens dubitatif. Non, je ne suis pas dubitatif, au contraire. Moi, je partage tout à fait ce que j'ai entendu, mais on est en présence d'opérateurs du marché qui sont quand même relativement disciplinés, quand même, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et puis, vous avez évoqué la question, effectivement, du contenu local, mais le contenu local, il est quand même très diversifié. Vous avez évoqué, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, la question la nécessité de se plier à un marché très réglementé, mais il y a aussi la nécessité de se plier à un marché, le marché européen, qui est aussi culturellement très éclaté. Donc, contrairement finalement au marché américain et dans une certaine mesure aussi au marché asiatique, même si y a quand même des points de divergence assez notables. Là, par exemple, l'un des points essentiels quand même en France, c'est le financement de l'audiovisuel. Ce n'est pas uniforme non plus. C'est-à-dire que les œuvres en tant que telles, sont des séries, bien sûr. Et de ce point de vue-là, le contenu local est quand même extrêmement... il est quand même assez... il est riche, mais finalement, il est relativement simple et exportable. Tandis que la problématique du financement d'une œuvre cinématographique, elle est beaucoup plus complexe. Et c'est à elle d'ailleurs que renvoie la difficulté de la chronologie des médias. La chronologie des médias ne concerne pas les séries qui sont diffusées directement en ligne. Voilà. Donc, s'il m'est possible d'évoquer assez brièvement le cadre juridique. Oui, vous êtes là pour ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir, de nous préciser un peu, de nous dépeindre. Oui, voilà, parce qu'en fait, il est quand même extrêmement complexe et surtout qu'en fait, il s'est beaucoup accéléré. Alors, il y a d'abord deux règlements qui ont été adoptés en décembre 2020, des projets de règlement qui sont le Digital Markets Act et le Digital Services Act, qui ont pour objet de réglementer le fonctionnement des très grosses plateformes, qui sont surtout les plateformes d'intermédiation. Voilà, c'est des plateformes de communication. Ces deux règlements concernent assez peu nos problématiques actuelles. Le vrai cadre juridique, en fait, c'est la directive de 2010, qui est la directive dite SMA,
un acronyme supplémentaire, mais relativement simple. Service média audiovisuel. Merci. Voilà. Et qui a donné lieu, donc, elle, à une ordonnance qui est une ordonnance de 2018, qui a considérablement modifié, qui a adapté l'ordonnance de 2010 pour tenir compte de l'évolution des réalités du marché. L'ordonnance du 21 décembre 2020, finalement, qui porte transposition de la directive de 2018, cette ordonnance qui a été adoptée en France en plein Covid, elle bouleverse considérablement la loi de 86, qui était la colonne vertébrale de la communication en France, et par l'adoption de 4 grandes séries de mesures essentielles. D'abord, assurer la pérennité du système français. Donc c'est quand même un objectif avoué. Donc du financement, de la production. En fait, c'est la prise de conscience de la nécessité d'inclure dans les négociations les grandes plateformes, Disney+, Amazon et Netflix, bien sûr. Deuxièmement, la garantie d'une équité entre les diffuseurs français et les plateformes mondiales, indispensable. Enfin, la prohibition de la provocation à la commission d'un certain nombre d'infractions, qui sont des éléments importants. Ce n'est pas le débat du jour, mais il ne faut tout de même pas l'oublier. Et enfin, la protection des données aussi à caractère personnel, qui est une problématique qui a considérablement essaimé aussi dans le monde des médias. Alors, je m'axerai peut-être plus particulièrement, même brièvement, sur les décrets SMAD, donc de service média à la demande du 22 juin dernier. En fait, ce décret il définit de nouvelles obligations financières pour les plateformes, en particulier les plateformes étrangères. C'est l'obligation de participer en fait, à ce financement à hauteur de 20 à 25% du chiffre d'affaires réalisé en France pour ces plateformes. Si on veut diffuser des films de moins de 12 mois. Exactement, exactement. Et donc, et ça, la contrepartie, en effet, c'est une participation active à une négociation de la chronologie des médias. Alors, le taux minimal en fait, de contribution, il est fixé à 20%. Il peut monter jusqu'à 25% pour les œuvres qui sont en réalité inférieures à 12 mois depuis leur sortie en salle. En fait, ce corpus de texte donc du décret SMAD du 21 juin est rentré en vigueur le 1er juillet. Il est déjà, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il a déjà été contesté. Il est contesté par un opérateur français qui est Canal+. Et par un opérateur international qui est Netflix. Vous ne l'avez pas contesté, vous, Viacom, Warner Media, Viacom CBS, Warner Media, vous ne l'avez pas contesté. On n'a pas de présence de plateforme en France. Oui, mais vous allez un jour peut-être pour l'instant, bien sûr, mais on ne peut pas contester quelque chose quand on n'est pas présent sur le marché. Donc on ne l'a pas contesté, on suit ça évidemment avec attention. Je pense que, je ne sais pas si c'est peut-être le sens aussi d'une question que vous vouliez poser, c'est la question de la chronologie, qui pour moi est fondamentale. Et la chronologie en France, elle est effectivement elle a été définie très tôt. C'est une des spécificités du marché français, même si d'autres pays s'en rapprochent, c'est qu'elle n'est pas contractuelle. Dans la plupart des pays où nous opérons, c'est le résultat d'un accord entre parties, ce qui fait qu'on a une approche de la chronologie qui est très différente. Ma vision sur la chronologie et notre enjeu fondamental, c'est de dire qu'il faut s'adapter aux besoins du spectateur et du consommateur. C'est ça qui doit guider, qui devrait, en tout cas, selon nous, guider la démarche, puisque le but, c'est d'éviter les trous noirs ou les périodes pendant lesquelles il n'y a pas d'offre légale facilement accessible pour consommer les contenus. Parce qu'on le sait, si on ne fait pas ça, ce qu'on crée, c'est du piratage. Et ça, à mon avis, c'est un échec pour l'ensemble de l'industrie. C'est ce qui a motivé le fait qu'aux États-Unis, Warner ait décidé de diffuser sur sa plateforme une œuvre qui a été lancée plutôt que de la projeter dans les salles obscures. Ça, c'est un peu différent, je pense, c'était lié au Covid et au fait qu'il y avait personne qui allait dans les... l'accessibilité Exactement, il y avait personne qui allait dans les cinémas, mais on est bien conscient du fait que, à mon sens, la chronologie doit répondre à cette question qui est comment le consommateur peut-il trouver du contenu facilement et de manière légale. Et c'est sous cet angle-là qu'on l'envisage avant tout pour l'ensemble de nos métiers, d'ailleurs. Une question, d'ailleurs, qui se pose pour vous, Pierre, c'est on demande, un internaute nous demande... Pourquoi avoir choisi, par exemple, un film comme Dune, de le diffuser en salle de cinéma sur certains territoires et sur la plateforme HBO Max pour d'autres? Alors, en France, il est sorti en salle et uniquement en salle.
Et il a très bien Parce marché, qu'il y a il a pas très bien marché HBO d'ailleurs. Max, on aura compris. Exactement, mais il n'est sorti en réalité sur la plateforme qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est une décision qui a été prise en début d'année 2021, du fait du Covid, du fait que les cinémas étaient pour certains ouverts, mais pour beaucoup fermés. Et donc, sortir un film en salle, ça revenait à ne le faire voir par personne. Ou bien, ça voulait dire garder tous nos films jusqu'à une éventuelle sortie un jour. Donc, notre président a décidé de faire une stratégie uniquement pour 2021 dans ce contexte-là, qui était de diffuser les films à la fois en salle et sur la plateforme. Cette stratégie s'arrêtera à la fin de l'année et 2022 aux États-Unis. On aura les films qui se lanceront exclusivement au cinéma et ensuite 45 jours après qui arriveront sur la plateforme. Philippe Laribois-Lavigne, pour vous, les arbitrages, justement, vous avez des chaînes de télévision en France, vous avez deux plateformes, enfin une plateforme gratuite aujourd'hui Pluto TV, peut-être un jour une deuxième Paramount+. Comment on arbitre justement ces productions pour dire sur quel canal on va les proposer? Alors nous, on travaille sur une chronologie de circulation des contenus. On a la chance d'avoir un groupe au niveau mondial qui nous approvisionne avec énormément de contenus frais chaque année. Donc on a de quoi travailler sur Pluto TV, sachant que sur Pluto TV, on a 20% a priori de contenu du groupe et le reste s'ouvre sur des partenaires, la BBC, Media One, Altress Media, enfin d'autres producteurs qui profitent de cette plateforme pour exposer leur contenu avec un système vertueux où on reverse une partie, puisque c'est une plateforme gratuite, donc c'est un système payant, c'est un système publicitaire en termes de business model, et donc on reverse. Donc c'est-à-dire qu'on va au-delà des contenus du groupe. Après, il nous reste du contenu effectivement frais qui nous permet d'aller approvisionner inédit, exclusif, pour alimenter nos chaînes de la Pay TV. Donc là encore, on a suffisamment de puissance de contenu pour être pertinent et la santé des chaînes le montre. Et ensuite, dans le futur, on aura effectivement Paramount+, qui là aura certaines des exclusivités pour cette plateforme-là, et on équilibrera, ce sera plutôt massivement de l'exclusivité sur Paramount+, et une autre partie de ces contenus en exclusivité sur les chaînes. On a suffisamment de contenu et de capacité de production pour continuer et à faire vivre les deux, et je dirais même les trois, avec Pluto TV. Pluto TV étant bien sur du catalogue. Alors, catalogue ne veut pas dire non premium, c'est juste des contenus premium qui ont un certain âge. Et comme on le sait tous, il y a des films qui ont un certain âge qui cartonnent, et parfois des nouveaux contenus qui, eux, ne sont pas forcément d'une grande qualité. Donc on profite de cette chronologie de contenu pour vraiment avoir des services et des positionnements qui ne se cannibalisent pas, mais qui se complètent en termes d'usage et en termes d'éditorial. Merci, messieurs. Philippe Laribois-Lavigne, donc pour le groupe Merci. Viacom CBS France, Pierre Branco pour Warner Media. Merci Franck Valentin pour le cabinet d'Ella Piper. Merci. On se retrouvera peut-être dans un an, peut-être pour parler d'HBO Max ou Paramount+, et redessiner le paysage On français l'espère. avec de Avec nouveaux plaisir. opérateurs. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Thank you.